Bonjour, on arrive à l'avant-dernière vidéo sur notre mini-série sur l'open source comme bouc émissaire. Et là, on va regarder la dualité du discours, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais des entreprises. Jingle! Alors comme je vous l'ai dit au début de cette mini-série, l'open source est partout, y compris dans le logiciel propriétaire. Et vous allez voir qu'il y est massivement. Les faits. 96% des codes bases commerciales audités, et dans ce qu'on a pu auditer, mais c'est quand même très représentatif, et c'est généralisable, on va dire, contiennent de l'open source. Ça vient d'une étude Synopsys de l'OSSRA de 2024. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 96% de code base, 77% du code total est open source. C'est-à-dire que quand vous achetez un logiciel propriétaire, en fait, la réalisation concrète de l'éditeur du logiciel, c'est que 23%. Ouh. Donc si jamais je synthétise, les 3/4 du code qui s'exécute quelque part sur n'importe quelle machine, sur la planète, dans l'espace, comme pour faire référence au cycle que j'avais fait sur l'espace, c'est de l'open source. Donc, la question n'est pas de savoir s'il y a un risque et ainsi de suite. Le risque, manifestement, il est déjà pris. Amazon AWS bâti sur Linux propose des services basés sur Postgres, Elasticsearch, Redis. Donc, clairement, en plus, on voit que la reconnaissance de ces produits, elle est même pas à faire. Les leaders du marché des services sur Internet, du cloud, les mettent à disposition. Microsoft Azure fonctionne massivement sur Linux. VS Code, c'est open source. GitHub, acquis en 2018, c'est l'hébergement de la quasi-totalité de l'open source mondial. Ça démontre qu'au final, ils ont très bien compris la valeur de l'open source. Et je pense qu'on est loin des discours FUD de Microsoft de l'époque. Amazon, AWS, il ne faut pas se tromper, je l'ai déjà dit, à AWS, il y a énormément de contributeurs open source. La majorité de ces entreprises, elles ont compris l'intérêt de l'open source. Je pense que là, en ce moment, les attaques les plus virulentes, on l'a vu, elles sont du domaine de l'IA. Apple, macOS et iOS reposent sur Darwin, et c'est un noyau open source dérivé de FreeBSD, on l'a vu, et puis avec des micro-noyaux MAR. Ils utilisaient l'LVM, ils ont mis le moteur WebKit. Alors, ils ont mis en open source le moteur WebKit. Non, ils sont partis de KHTML et ils en ont fait WebKit. Mais ils ont compris la valeur de l'open source, et il n'y a aucun doute sur ce sujet-là. Donc la conclusion logique, c'est si l'open source était aussi dangereux qu'on veut bien le dire, l'ensemble de l'infrastructure numérique mondiale serait dans un péril catastrophique. Et c'est manifestement pas le cas. Oui, il y a 2-3 petites polémiques autour d'Anthropic sur Mythos, sur sa capacité à détecter énormément de trous potentiels, de CVE potentiels. Déjà, pour le moment, on n'en est pas complètement sûr. Et même, encore une fois, c'est des solutions qu'il faut trouver. Est-ce que ça veut dire que l'open source, c'est intrinsèquement le problème? Non, ça veut dire qu'on a un problème global qu'il va falloir adresser. C'est-à-dire que l'humain est faillible par principe, que l'open source que l'intelligence artificielle est en train de passer à un cran au-dessus de la capacité intellectuelle spécifique du développement par rapport à l'humain, et qu'effectivement, il va falloir regarder comment on gère cette situation. Ça ne veut pas dire que l'IA est plus intelligente que l'humain, ça veut dire que sur certains exercices particuliers, elle est plus efficace. Et je préfère parler d'efficacité que d'intelligence. L'intelligence, c'est quelque chose de global, l'efficacité, c'est contextualisé. Donc on parlera d'efficacité, de l'efficacité sur le sujet de la cyberdef. On va revenir sur des exemples, des exemples bien significatifs. La faille Log4j, c'est un cas d'école sur le double discours. En décembre 2021, il y a eu la faille Log4Shell qui permettait d'exploiter le trou de sécurité sur Log4j. C'est la bibliothèque de logging Java open source, utilisée dans tout. Tout ce qui est en Java, grosso modo, utilise Log4j. Et il y a eu une énorme faille critique, la CVE 2021 44228. Et à sa découverte, c'est la panique. C'est la panique mondiale. Il faut boucher le trou le plus vite possible parce que le trou, il était quand même assez gros.
Le récit dominant qu'on a eu à cette période, voilà ce qui arrive quand on dépend de logiciels maintenus par des bénévoles. Ah, formidable, formidable. Ce qu'on n'a pas eu comme discours, c'est Log4j est intégré partout. Donc pourquoi vous nous dites ça? Puisque vous l'utilisez depuis les GAFAM jusqu'aux équipementiers, jusqu'aux fabricants de hardware, jusqu'aux petites entreprises, moyennes entreprises, grosses entreprises, tout le monde utilisait cette librairie. Donc ce discours, et encore une fois, il n'avait que comme objectif que de se dire oui, mais nous, éditeurs logiciels, on va vous le corriger. Finalement, on s'est aperçu que les rémédiations par les communautés open source ont globalement été plus rapides que celles produites par les éditeurs logiciels. Et qu'en plus, souvent, il a fallu attendre des livraisons d'une release par l'éditeur logiciel pour le corriger. C'est très clair. La faille, elle a été corrigée en quelques jours par la communauté open source, c'est-à-dire les gens qui fabriquent le logiciel, et elle a été répercutée massivement dans les écosystèmes open source. Et ce qui est fou, c'est de se dire des entreprises qui génèrent des milliards de revenus, elles utilisaient un composant critique maintenu par 2 développeurs sur leur temps libre. Et c'est peut-être le fond du problème, c'est de se dire oui, on n'a jamais vraiment travaillé sur la solidité des structures qui portent, qui constituent l'open source et les écosystèmes critiques de l'open source. Je me suis permis de remettre, elle est très connue, Dependency de l'XKCD, c'est les petits comiques humoristiques. Il y en a un qui est très clair de se dire, regardez, c'est la petite brique toute microscopique qui est tout en bas là, sur lequel s'appuie l'écosystème complet et l'édifice complet de la sécurité. On a eu le cas avec Log4j, on a eu le cas aussi avec la lib de compression qui a presque failli permettre de corrompre SSH. Via systemd. Il y a des exemples très concrets. Finalement, le vrai scandale dans tout ça, c'est pas que l'open source est une faille. Enfin, n'importe quel logiciel peut avoir une faille. C'est que des grosses entreprises, ces grosses entreprises ont exploité un bien commun sans contribuer à sa pérennité, puis ont blâmé le modèle quand il a vacillé. Alors que finalement, ce modèle, ils en sont les principaux fabricants, puisque c'est eux qui ont pris le risque d'utiliser un composant sans s'assurer de sa solidité. C'est là où il y a quelque chose à faire, de travailler sur la maturité des entreprises pour se dire, dès l'instant où j'ai identifié un programme open source qui est critique pour mon activité, bah, peut-être que j'y contribue ou que je l'aide. Il y a des entreprises énormément, les GAFAM le font, il y a plein d'entreprises qui le font naturellement. Et là, pour le coup, est-ce qu'on a joué le jeu sur cette librairie? Bah non. Et on a eu encore, je parlais de l'autre cas que j'ai évoqué, c'est exactement pareil. Donc, par contre, on parle finalement pas beaucoup des failles dans le propriétaire, et pourtant il y en a, et puis des belles, et les impacts sont absolument pas négligeables. C'est ce qu'on peut pas voir, ou je dirais ce qu'on veut pas voir, parce que finalement les infos elles circulent quand même. Quelques rappels, on va regarder. SolarWinds d'Orion, code propriétaire code fermé. Une backdoor insérée dans une mise à jour. 18 000 organisations compromises, dont le Pentagone et le Trésor américain. Microsoft Exchange, 4 failles 0-day exploitées par Hafnium, des dizaines de milliers de serveurs compromis dans le monde, parce qu'effectivement Exchange est omniprésent dans les entreprises. CrowdStrike Falcon, en 2024, une mise à jour défectueuse, 8,5 millions de machines Windows en panne en même temps. Aéroports, hôpitaux, banques, tout le monde paralysé. Et puis on a eu Pegasus du NSO Group, un spyware commercial, et puis là on s'aperçoit après coup d'une surveillance massive des journalistes, de militants, de chefs d'État. Donc là on a un peu de tout. On a de la faille, mais on a aussi de la backdoor, on a des choses qui sont faites par un manque de qualité, mais je blâme pas le manque de qualité, encore une fois, la faille reste possible. C'est peut-être que l'IA, espérons que l'IA, on s'en serve pour de bonnes raisons et qu'on la mette plus globalement à disposition pour qu'on puisse améliorer l'écosystème logiciel autant open source que propriétaire. Et par contre, effectivement, on a de l'autre côté la partie backdoor, la partie code injecté, nuisance injectée. Et on voit les conséquences sur la liberté d'expression, les conséquences sur la capacité de contredire, et puis la souveraineté et l'autorité des États. Donc on rigole plus là. Ça,
c'est la partie visible de l'iceberg. Parce que la réalité, c'est que l'autre partie de l'iceberg, elle est absolument gigantesque. On n'en sait rien de ce qu'il y a comme trou de sécurité dans le reste du code propriétaire. Par nature même, puisqu'il est fermé. Donc c'est difficile. Et ça veut dire que un bon hacker, il va pas dévoiler son trou de sécurité. Pourquoi les trous de sécurité sont dévoilés par l'open source? C'est parce que souvent, ils sont détectés par plutôt des profils un peu white hat, c'est-à-dire des gens qui analysent le code pour le rendre plus performant. Sur le code propriétaire, on ne peut pas faire de white hat puisque le code n'est pas accessible. Donc la seule raison pour laquelle on va attaquer en mode boîte noire, c'est pour corrompre et exploiter. On n'en sait absolument rien de ce qui est corrompu et exploité et des impacts. Parce que un hacker, ce qui l'intéresse, c'est la pertinence, la durée dans le temps de sa possibilité. S'il est suffisamment discret et raisonnable, il va se servir de son exploit, de son trou de sécurité le plus longtemps possible. Et finalement, des profils doomers, des gens qui veulent détruire globalement, il y en a peu et ça va assez vite. Et finalement, quand ils agissent, on remonte à la surface de l'iceberg. Mais finalement, le dessous de l'iceberg, on n'en sait absolument rien. Donc, quand l'open source a une faille, c'est très marrant parce qu'on nous dit c'est le modèle qui est dangereux. Quand le propriétaire a une faille, on nous dit ah ouais mais non mais c'est un incident isolé. Ouais, normal, enfin c'est super, ils communiquent pas sur les trous de sécurité qui sont découverts et qu'ils arrivent à étouffer. Donc ce deux poids, deux mesures, c'est pas un hasard, c'est un récit qui est instrumenté, construit, et clairement il est fait pour garantir de la continuité de profit sur les solutions, pour verrouiller du profit. Alors, comment dire ça différemment? Le même risque, deux récits. On va essayer de le regarder dans une synthèse visuelle. D'un côté l'open source, de l'autre côté le propriétaire. Donc, soit quand on parle d'open source, on va parler de modèle irresponsable, quand il y a une faille découverte, et de l'autre côté un incident regrettable, c'est ce qu'on vient de voir. Si, pour parler de la visibilité du code, d'un côté on va dire mais c'est n'importe quoi, les hackers peuvent l'exploiter, de l'autre côté on va parler de sécurité par l'obscurité qui va protéger. On sait que c'est pas vrai, je viens de l'évoquer avec le principe de l'iceberg. Sur les problématiques de support et de garantie, d'un côté on va dire ah il n'y a pas de garantie. Vous suivez la chaîne Ultra Green, vous savez que c'est pas le cas et vous savez que vous allez pouvoir trouver des acteurs et choisir l'acteur avec lequel vous allez travailler, ce qui est quand même complètement différent. Mais de l'autre côté, on va dire, mais non, nous on a un support professionnel. Et puis, quand on parle d'audit, l'audit c'est un risque de sécurité, ça détecte, on ne sait pas ce qu'ils vont trouver. D'autre côté, on se base sur la confiance dans l'éditeur. Problématique, cette divergence de récits. Alors, rendez-vous pour la dernière vidéo, et puis on va essayer de regarder un petit peu, on va se projeter, on va redevenir un petit peu optimiste, on va parler de bien commun, et puis on va regarder ce bien commun comme une solution contre la rente, et puis on conclura. Au revoir.